Benjamin Netanyahou sera arrêté et j'étais en prison. La décision antisémite du tribunal international de La Haye est un procès Dreyfus moderne qui se terminera de la même manière. Il y a 130 ans, l'officier juif français Alfred Dreyfus a été accusé à tort de trahison par un tribunal français partial. Ok, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Commence à faire noir ici, mais comme je vous aime tellement et que voilà, ça n'arrête pas, hein, pour dire la vérité, c'est même pas parce que je vous aime, hein, c'est parce que ça s'arrête pas. Inbox, salut Zach, on n'a pas eu de vidéo aujourd'hui. Bonjour Monsieur Zach, de quoi on parle? Est-ce que Monsieur Zach, vous allez parler du Bénin? Monsieur Zach, parlez de la Côte d'Ivoire positivement, comme vous le faites toujours. Monsieur Zach, parlez du Mali. Monsieur Zach, vous ne parlez jamais de la République démocratique du Congo. Monsieur Zach, Monsieur Zach, Monsieur Zach. J'aurais beaucoup de plaisir. Merci de m'aimer. Je vous aime aussi. Enfin, j'aime pas tout le monde, hein. C'est pas tous les pays que j'aime. Il y a... Je vous vois venir. Ok, on est en... voilà, le monsieur Benjamin Netanyahou a été finalement face à la musique que personne n'aime. Voilà, on s'est exprimé ouvertement en disant que monsieur Netanyahou doit être arrêté et j'étais en prison. Bon, avant ça, au moins, voilà, emmené en justice. Ce sont des choses que personne n'attendait, des choses que personne n'estimait possibles, n'est-ce pas? La ICC l'a dit, c'est-à-dire, on s'est exprimé ouvertement. Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité suivants, commis sur le territoire de l'État de Palestine à partir du 8 octobre 2023. Joseph Borrell, qui est le représentant numéro 1 de l'Union européenne, dans ce domaine-là, l'a dit ouvertement. Suivez. I will be very sober in my comment. It is not a political decision. It is a decision of the International Court of Justice. And the decision of the court has to be respected and implemented. Regardez-la très attentivement. Il est en train d'aplatir le terrain pour dire ce qu'il a à dire. C'est-à-dire, excusez-moi, je voudrais que vous me compreniez bien. Il essaye de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'évidemment, on a réalisé qu'avec le temps, c'est pas à tout le monde qu'on s'adresse, hein. On peut critiquer, mais on ne critique pas tout le monde. C'est malheureusement ça la vérité. Monsieur Joseph Borrell comprend très bien le système. Voilà pourquoi il doit dire les choses très simplement et de manière le plus neutre possible. Suivez. So I take note of the decision of the International Criminal Court to issue arrest warrants from Prime Minister Netanyahu, the former Minister of Defense Mr. Gallant, and the Hamas leaders, Dave. This decision is a binding decision, and all states, parties of the court, which include all members of the European Union, are binding to implement this court decision. Et si vous remarquez, l'ICC n'a pas seulement donné de mandat d'arrêt à M. Netanyahou, il a fallu aussi donner un mandat d'arrêt à M. Mohamed Defi pour crimes de guerre et autres personnages à Gaza et parmi Hezbollah. Pourquoi? Évidemment, ils sont coupables. Numéro 2, sont-ils peut-être pas coupables, mais doivent être cités, sinon ça donnerait l'impression qu'on condamne Israël. Sont-ils coupables? Voilà pourquoi ils méritent de faire partie de la liste. Ou ne sont peut-être pas coupables? Il fallait trouver des gens pour équilibrer la notion. Point d'interrogation. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas dire n'importe quoi quand il s'agit de certaines personnes, de certaines personnalités, de certaines nations. C'est comme ça dans la vie. Nous rejetons fondamentalement la décision du tribunal d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre de hauts responsables israéliens. Le ICC a reçu beaucoup de push-over, beaucoup de résistance. Le côté de Trump dit qu'aussitôt que Donald Trump sera là, la Cour internationale de justice sera punie par un individu. La Cour internationale de justice, encore une fois, sera punie par un individu. Vous avez entendu ça? La Cour internationale de justice créée par des nations depuis la Deuxième Guerre mondiale en succession jusqu'à aujourd'hui, sera puni par un individu et son groupe parce qu'ils ont osé dire ou faire le travail qu'une institution judiciaire fait. Nous pensons tous que s'il y a mensonge, il y a des choses qui ne doivent pas être là, il y a des moyens à travers lesquels on le fait, n'est-ce pas? Il y a des moyens à travers lesquels on exige une certaine vérité ou une divergence. Mais bon, un monsieur qui est supporter de l'autre côté dit qu'il va punir la Cour d'appel. Et ça ne commence pas maintenant. Monsieur Karim Khan, qui a été le procureur dans ce cadre en faveur de la Cour de justice internationale, a subi une pression énorme
pour avoir suggéré l'idée d'arrêter M. Benjamin Netanyahu. On l'a traité de tous les noms, on a fait toute une histoire, on lui a même fait des accusations portant à une certaine... Vous comprenez, quand vous prenez quelqu'un de force, de sexe opposé, vous comprenez? Oui. Alors, est-ce vrai ou pas? Point d'interrogation. À vous, est-ce que vous pensez que c'était légal, c'était légitime, il avait vraiment fait ça ou pas? Point d'interrogation. Secondo, les États-Unis d'Amérique, à travers ses sénateurs, ont dit ouvertement que monsieur n'osera plus foutre la plante de son pied aux États-Unis d'Amérique. C'est clair. Donc, si vous osez, vous ne viendrez plus aux États-Unis. Et on va s'assurer que ta famille traverse un moment très difficile. On le lui a dit, clairement. America should punish the ICC and put Karim Khan back in his place. And if the ICC is allowed to threaten Israel's leaders, we know that America will be next. Alors, qui est M. Karim Khan? M. Karim Khan a été légué, évidemment, depuis très longtemps. Il a eu une opportunité dans le passé de condamner aussi M. Poutine, qui avait été accusé de prendre des enfants de force, des enfants en Ukraine, pour les transférer en Russie illégalement. C'était inacceptable. Ces enfants russophones avaient été transférés en Russie, d'après les Russes, pour des raisons légitimes. Peut-être qu'ils voulaient les protéger. D'après eux, c'était pour les enlever du terrain de guerre et les placer dans un endroit plus sain, pour pas qu'ils succombent aux délinquances militaires. La Cour de justice internationale avait déclaré M. Poutine sujet à un arrêt international où il foutrait la plante de son pied. Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. Je vous rappelle que pendant un temps, Poutine n'a pas bougé du tout. Poutine, qui était censé partir en Afrique du Sud pour faire partie de la réunion de BRICS, était obligé d'envoyer Sergei Lavrov pour aller le représenter. Mais c'est pas parce que Poutine avait peur. Parce qu'évidemment, qui arrêterait Poutine? Écoutez, on va vous écrabouiller, ça sera Satan 2 sur vos têtes. Mais on l'a pas fait. Pourquoi? C'était pour protéger l'intégrité de l'Afrique du Sud, qui était signataire aussi jusque-là de ce papier. Donc pour pas que l'Afrique du Sud paraisse faible et inadéquat, il a fallu que Poutine ne parte pas en Afrique du Sud en envoyant Sergei Lavrov pour le représenter. Il a fait ça pendant un temps. Alors, quand on a fait ça, tout le monde a acclamé. Quand on a dit que Poutine était sujet à un mandat d'arrêt international, écoutez ce que les gens disaient. Well, I think it's justified, but the question is, it's not recognized internationally by us either. But I think it makes a very strong point. We have always made clear at the European Union that those responsible for the illegal aggression against Ukraine must be brought to justice. And this International Criminal Court issue on holding Russia and its leader to account for the crimes and atrocities they are committing in Ukraine. It is so important that ICC should arrest warrant to President Putin with suspicions in this terrible war crime of children deportations. A special tribunal should be established without delay, and the EU needs to play the leading role in implementing what this parliament is demanding. Justice is coming, Mr. Putin. Tout le monde était content, tout le monde était joyeux, manifestement. Parce que c'est Poutine, en fin de compte. On l'aime pas. Okay? Comme on l'aime pas, il peut partir les griller en prison. Mais bon, ne dit-on pas que la loi n'a pas de couleur, il n'a pas de préférence. Poutine ou pas, qui que ce soit, ou se présente à faire des choses qui sont inadéquates, devrait subir la même loi. Sinon, ce n'est plus une loi, mais une préférence, n'est-ce pas? Alors, monsieur a été intimidé. Au-dessus de lui, c'est-à-dire le secrétaire général des Nations Unies, a aussi été intimidé parce qu'il n'a pas mentionné, d'après eux, Hezbollah. Même les Américains eux-mêmes ont dit qu'ils allaient faire subir à ces personnes-là les choses les plus dures. La Cour pénale internationale a outrepassé son autorité et créé un dangereux précédent après ses demandes de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Netanyahou et le ministre israélien de la Défense, Gallant, aux côtés des terroristes du Hamas. Je veux être très clair, les arguments contre Israël sont sans aucun fondement. Selon le texte proposé, toute personne ayant offert une assistance financière, matérielle ou technologique au tribunal sera sanctionnée. D'autre part, il est essentiel de se rappeler qu'à la Genèse, c'était l'Afrique du Sud qui est partie porter plainte contre Israël sur ce qui se passait à Gaza. Et je vous rappelle ici que l'Afrique du Sud était partie seule. Il n'y avait aucun soutien d'un seul pays africain. Bon, il faut dire un seul pays quand même. C'était le président Harare de Namibie qui a soutenu l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud évoque
la Nakba du peuple palestinien, conséquence de la colonisation israélienne qui a débuté en 1948 et qui a entraîné la dépossession, le déplacement et la fragmentation systématique et forcée du peuple palestinien, la privant de son droit internationalement reconnu et inaliénable à l'autodétermination et du droit internationalement reconnu des réfugiés à rentrer dans leurs villes et villages. C'était la seule personne. Bon, en attendant, il y avait le président kenyan, le président congolais, le président ici, tous les Africains soutenaient, enfin, c'est quand même intéressant pour des pays qui traversent des moments difficiles, qui sont prétendument agressés, mais qui soutiennent enfin, bref, continuons. Les agressions. Enfin, continuons. C'est pas, donc, c'est pour dire qu'il est essentiel de se rappeler que l'Afrique du Sud a joué un rôle très important, un rôle capital, en se levant, contrairement à toutes les pensées que toutes les personnes pensaient. Ils sont partis montrer leur désarroi et leur désintéressement sur ce qui se passait. Parce que Nelson Mandela et Yasser Arafat étaient des gens très proches. Et l'Afrique du Sud a sa doctrine selon laquelle, aussi longtemps que la Palestine ne sera pas libre, ils ne peuvent pas se considérer totalement libres. Alors, qui va arrêter Benjamin Netanyahou? Point d'interrogation. Qui aura le courage? Fera-t-il un voyage pour défier tout le monde? Pour montrer que vous ne faites rien contre moi? Vous n'avez pas le pouvoir. Qui défiera? Ils ont la capacité nucléaire, ils ont aussi les États-Unis derrière eux. Est-ce que ça veut dire, si personne ne l'arrête dans ce cas, que la Cour de justice internationale, la Cour machin histoire, c'est du boba, c'est du n'importe quoi, il faut fermer les portes? Ou bien il y a des gens supérieurs, il y a une justice pour vous et une justice pour nous? Alors, pourquoi ont-ils été condamnés? Parce qu'on a estimé que ce qu'ils ont fait était fait consciemment et que parmi les gens qui ont subi les conséquences, il y a eu des enfants, des vieillards et les autres. Ils ont aussi pensé qu'ils ont sciemment bloqué accès à la nourriture, c'est-à-dire ils ont affamé des gens, chose qui est inacceptable. Et bon, il est vrai que tu peux affamer des gens qui sont méchants, mais en affamant des gens qui sont méchants, on risque aussi d'affamer des enfants, des femmes enceintes et des vieillards. Et c'est la raison pour laquelle le ICC se levait aujourd'hui pour ça. Alors vous pensez que Joseph Borrell parle aujourd'hui comme ça? C'est pour essayer de donner une certaine signification et un respect à cette cour de justice. Sinon, ça sera une institution de pacotille. Swaziland, évidemment, ici chez nous, on ne parle pas seulement du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Mali, absolument pas. On a d'ailleurs compris que la mentalité francolâtre est généralement centrée sur la francophonie. La mentalité francophile en Afrique est malheureusement très reculée par rapport aux anglo-saxons africains. Ok. Eswatini, voilà, un pays très intéressant. En fait, c'est un royaume, pas un pays du tout, dirigé par un roi, appelé roi Mswati III, ok, le troisième, a 16 épouses et 32 enfants. Pourquoi faudrait-il avoir 16 épouses? Qui en a vraiment besoin? Est-ce qu'elles sont toutes satisfaites sur le plan intime? La satisfaction peut-elle être vraiment intime? On se pose des questions. Parce que bon, naturellement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont vraiment pas besoin de satisfaction intime. Il faut le dire. Il y a beaucoup de femmes. En fait, les femmes sont différentes, hein. Il faut pas généraliser son cas, évidemment. Il y a des femmes qui peuvent vivre pendant 1 année, 2 ans sans en avoir et sans avoir de soucis du tout. Et sans en chercher et sans même y penser. Ça existe. Et elles ne sont pas frigides. Ne vous en faites pas. Parce que quand l'environnement est propice et qu'il y a une bonne personne devant elle, elle est tout à fait florissante. Par contre, il y a aussi des femmes qui en veulent 1 fois tous les 5 heures. Ou les 3 heures, ça dépend. Ou 7 fois par jour. Ah oui. Alors, dans le cas de King Mswati le troisième, pouvons-nous dire que toutes ces femmes sont insatisfaites ou aigries ou non épanouies? Absolument pas. On comprend tout à fait qu'il est naturellement normal pour des gens qui ont vécu toute leur vie en Occident ou ceux qui ont carrément adopté la mentalité de s'opposer à ce système social, disant la polygamie est inutile, ça ne sert absolument à rien, pourquoi tu as besoin d'autant de personnes? Mais bon, il faut vous rappeler aussi qu'en Afrique, dans sa généralité, dans beaucoup d'endroits, la polygamie ne posait aucun problème. Au fait, la théorie fuyant la jalousie était une théorie exogène. C'est-à-dire, dans le passé, on comprenait tout à fait qu'un homme veuille d'une 2e ou une 3e femme, puisque ça lui était permis sans difficulté. Mais bon, c'est de la même façon, on a adopté la mentalité selon laquelle avoir une 2e ou 3e femme est un problème démoniaque. Bon, écoutez, il faut aussi rentrer dans les bases, parce que les mêmes personnes qui jugent des démoniaques le fait d'être polygame sont les mêmes personnes qui soutiennent les hommes qui aiment d'autres hommes. C'est quand même paradoxal, n'est-ce pas? Si on peut respecter les hommes qui sont papa, pourquoi ne faudrait-il pas respecter ceux qui veulent avoir plusieurs femmes? Et surtout si ces femmes sont libres d'accepter ou pas. En effet, il y a aussi des gens qui vous disent que les femmes acceptent la polygamie, généralement c'est par la misère ou encore par le manque d'éducation ou manque de connaissances. L'une des épouses de King Mswati III, Inkosinati Lamatsebula, la première épouse du roi Mswati III, est titulaire d'un diplôme en psychologie et d'un master en histoire. Ce n'est pas une imbécile, absolument pas. Elle a quand même accepté ce setting où elle vivra avec plusieurs autres femmes, sans difficulté. D'aucuns diront, écoutez, en fin de compte, c'est un roi. C'est un point très élégant à prendre en considération. Mais faudrait-il dire que tous ceux qui sont polygames aujourd'hui sont rois? Absolument pas. Le roi Mswati a aussi épousé Nontsebo Zuma, la fille du président Zuma, à 21 ans d'âge.
Le président Zuma et ces messieurs ici, ex-président de l'Afrique du Sud, ce sont des Zoulous. Bon, regardez la carte. Ça, c'est le Swaziland. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Deux pays différents. Comment pouvez-vous expliquer ça? Le concept est bizarre, n'est-ce pas? Un pays qui est presque à moitié à l'intérieur de l'Afrique du Sud étant un pays différent de l'Afrique du Sud. C'est quand même bizarre parce que ceux qui vivent en Swaziland sont des Baswati. Il y a aussi des Baswati en Afrique du Sud qui parlent la même langue, la même culture. Les Baswati, en effet, sont cousins aux Zoulous. Ils ont les mêmes cultures. Donc, le monsieur a épousé la fille de l'ex-président Jacob Zuma, qui est très influent en Afrique du Sud. La question qu'on se pose ici, c'est, il a fait ça par amour simple ou par stratégie? Il faut se poser la question. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de stratégie là-dessus. Parce qu'en épousant la fille de quelqu'un, vous gagnez aussi sa confiance, vous gagnez aussi sa protection financière tant que physique. Alors, en Swaziland, un pays très intéressant, malheureusement, un pays criblé de VIH. Une personne sur 4 est atteinte du VIH. Swaziland ou Eswatini, mais elles sont très belles. Regardez celles-là. Elles aussi, elles sont jolies, n'est-ce pas? Hein? Elles aussi. Elles aussi. Elles aussi. Il y en a plein. Elles sont généralement magnifiques comme femmes. Et écoutez, le VIH évidemment aujourd'hui n'est pas une condamnation à mort. Il y a beaucoup de gens qui se marient comme ça étant positifs. Il y a aussi des gens négatifs qui épousent des gens qui sont positifs. Ils sont appelés des couples sérodiscordants qui, avec un management intelligent, ont des enfants qui sont complètement séronégatifs. Ah oui, il y a des gens séropositifs qui épousent des femmes séronégatives ou vice-versa et font des enfants qui sont séronégatifs et vivent une vie tout à fait normale. Pendant que vous qui êtes séronégatifs, vous mourrez avant eux des misères, de peines, des jalousies et de meurtres. Voilà. Alors, ce n'est pas vraiment un problème comme ça, pas en Afrique du Sud. Dans la culture au Swaziland, évidemment, ici, on apprend la culture, c'est important. Ce n'est pas essentiellement Ibrahim Traoré a fait quoi, c'est bien tout ça, mais il faut élargir la connaissance. Dans leur culture, le roi a le droit de choisir une femme. Plus d'une fois par an, le roi peut choisir une femme. Et avec ça, les femmes qui sont sélectionnées, évidemment, sont des filles qui sont vierges. Ah oui, il faut être vierge ou rien. Et je sais qu'ici, beaucoup de gens sont intrigués quand on parle de body count. Tu veux faire mon body count ou quoi? Je veux faire mon body count. Ah oui, il faut être préservé. Et les familles, dans ce cas, sont dans l'impération de vouloir protéger leurs enfants, dans l'objectif de finalement devenir un jour peut-être la femme du roi. Okay? On ne peut pas présenter une petite fille comme on pensait qu'elle était tout ça, et le roi découvre que voilà, il y a un trou plus gros que les... Bon, bref, il ne faut pas entrer dans ces histoires. Pourquoi sommes-nous en train de parler de la Swaziland? Parce que Donald Trump et son équipe ont envoyé 5 immigrés qu'ils disent avoir été condamnés pour des crimes graves vers la nation africaine d'Eswatini. Avant, ça s'appelait Swaziland, maintenant ça s'appelle Eswatini, pour récupérer le rythme africain. Les États-Unis ont déjà déporté 8 personnes en effet, envoyé 8 personnes au Soudan, après que la Cour suprême ait levé les restrictions concernant l'envoi des personnes vers des pays où ils n'ont aucun lien. C'est-à-dire aujourd'hui, les États-Unis peuvent vous envoyer dans un pays qui ne vous connaît pas et vous ne connaissez pas. C'est ce qu'on a fait d'un Congolais là, un Congolais zaïrois. On l'a pas jeté au Congo Zaïre, on l'a jeté au Soudan du Sud. Chez ces gens comme ça là, et celui-là. Ils sont très grands d'État, il va certainement épouser une femme noire. Parce que bon, écoutez, il n'y a pas de route du Soudan au Zaïre, il n'y en a pas. Faut prendre l'avion. Jusque-là, comme monsieur n'a pas les documents, il va commencer à comment il fera pour voyager. Bref, le Soudan a été obligé de recevoir ces personnes. Sinon, les États-Unis allaient punir. Les États-Unis ont commencé par punir en faisant quoi? On a annulé tous les visas des Soudanais aux États-Unis d'Amérique. Même ceux qui étaient légaux. Parce que le Soudan avait refusé d'accepter le Congolais qui était renvoyé au Soudan comme déporté. Le Soudan a dit non, le Soudan du Sud évidemment, a dit non, ce monsieur n'est pas l'un de nous. Il faut le reprendre. Les Américains ont dit si vous ne le reprenez pas, on annule tous vos visas. Ils ont douté, ils ont fait ça. Et jusque-là, on n'a même pas renouvelé ces visas. Ils ont dit, on verra avec le temps, si le Soudan continue à coopérer, finalement on va décider de reprendre. Donc, il y a certains pays africains qui ont accepté la demande menaçante de Donald Trump de recevoir des gens. Mais ce qui est intéressant ici à retenir, c'est que ce n'est pas gratos. Okay? La secrétaire adjointe de la sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, a déclaré que ces 5 hommes, citoyens du Vietnam, de la Jamaïque, du Cuba, du Yémen et du Laos, avaient été déportés vers Eswatini. Elle a précisé qu'ils étaient tous des criminels condamnés et des individus si particulièrement barbares que leur pays d'origine ont refusé de les reprendre. Des gens particulièrement barbares que leur pays d'origine dit non, on ne veut pas de garder-les là-bas. Et c'est comme ça les États-Unis ont dit non, si on ne veut pas, on va les envoyer en Afrique. Des gens de Cuba, Jamaïque, Yémen, Laos, ça ne rigole pas. Encore même plus forte raison, vous ou votre cousin qui est parti là-bas dans des commissions de l'église où il y avait colloque, mais il n'est jamais rentré à la maison au nom de Jésus. Ah oui, les gens font ça. L'une des manières les plus faciles de partir aux États-Unis, c'est à travers des conférences de prière. Et puis bon, on se pose la question, c'était vraiment la prière ou la sorcellerie? Enfin bref. McLaughlin a déclaré qu'ils étaient condamnés pour des crimes violents, incluant le meurtre, le viol d'enfants et qu'un d'eux était un membre confirmé d'un gang. Comment vous partez chez les gens faire des viols d'enfants? Vraiment, je ne comprends pas.
naturellement, vous posez la question de savoir pourquoi ils ont accepté ça. Est-ce que c'est par menace? Est-ce que Trump a dit « je vais vous punir si vous ne recevez pas ces gens » Ce n'est absolument pas ça. Premièrement, Eswatini veut avoir des faveurs des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire être perçu positivement est une bonne chose pour eux, parce que c'est un pays qui a été négligé depuis très longtemps, qui aussi quelquefois reçoit des répressions internationales. C'est une façon de gagner. Quand vous dites aux Américains, on prendra toute votre merde, écoutez, les Américains vous aiment bien. Secondo, il a été reporté qu'il y a eu des échanges financiers. Okay? C'est-à-dire les États-Unis ont proposé de l'argent à ce pays. Pourquoi on accepterait des gens comme ça? Évidemment, en acceptant un deal comme ça, on accepte des risques aussi. Les risques numéro 1, c'est-à-dire l'Eswatini a beaucoup de criminels en prison. Okay? Donc les prisons sont engorgées. Généralement en Afrique, les prisons qui ne peuvent que contenir 7000 personnes sont souvent remplies de 17 000 personnes. Ce n'est pas différent à l'Eswatini. Évidemment, ici, vous importez dans votre pays des criminels de haut niveau, tels que des violeurs d'enfants, des tueurs. Vous créez un nouveau problème. Au cas où ils se retrouvaient dans la société, ça serait absolument absurde. Il y a des pays qui négocient actuellement avec les États-Unis pour accepter de refouler, de déporter les États-Unis. Des pays africains, ah oui. Il y a le Rwanda. Le Rwanda est en discussion préliminaire avec les États-Unis pour potentiellement accepter de déporter des pays tiers. Si l'accord est finalisé, c'est la ferait du Rwanda, la première nation africaine à accepter un tel arrangement. Est-ce que le Rwanda va accepter? Absolument, le Rwanda va accepter. Pourquoi? Parce que le Rwanda l'a déjà fait dans le passé avec la Grande-Bretagne. Les Britanniques envoyaient les immigrants, les immigrés, tous les voleurs africains qui partaient là-bas pour aller au Rwanda. Ils ont reçu à peu près 3 millions de livres sterling dans l'objectif, en tout cas à peu près, de créer des locations, des habitations où seraient abritées toutes ces personnes qui partent en Grande-Bretagne pour se faire une belle vie. Les Britanniques en avaient marre de recevoir toute la misère du monde qui venait là-bas, dépensant à peu près 20 millions de dollars par jour pour vous héberger dans des histoires. C'était complètement incohérent. Donc il faudrait vous envoyer au Rwanda, quelque part dans un pays où les gens vous ressemblent. Enfin, ils vous ressemblent pas beaucoup, mais ils sont comme ça. Ils sont quand même très jolis, hein, les frères et les femmes. Celle-là, c'est une Rwandaise. Ça aussi. Regardez-moi ça. Et ça. Yo. Et ça. Et Nyash. Oh là là. Donc si Nyash, c'est votre truc, le Rwanda, c'est... Non, peut-être l'Ouganda. Non. Nyash, c'est l'Ouganda. Enfin, bref. Restez concentrés. Alors, le Rwanda l'a déjà fait dans le passé. Ça ne sera pas du nouveau. C'est facile. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'étaient plaints, disant pourquoi le Rwanda a accepté d'accueillir les réfugiés africains. C'était anti-africain et tout le bazar. Bon, en réalité, la Grande-Bretagne était d'abord partie au Ghana pour essayer de négocier, disant est-ce que vous pouvez recevoir des immigrés africains qui viennent ici illégalement. Le Ghana a dit non, on ne peut malheureusement pas faire ça. Ils sont partis au Kenya présentant la même requête, le Kenya disant écoutez, on peut malheureusement pas faire ça, ça fait pas partie de notre politique étrangère. Parti au Rwanda pour la même raison, le Rwanda disait qu'est-ce qu'on en gagne? Écoutez, du flouze, 300 millions de dollars et plus. C'est l'argent. Le Rwanda en a besoin pour les routes, pour les écoles, pour les hôpitaux et tout le bazar. Et beaucoup de gens étaient vraiment mécontent. La question qui se pose, est-ce la faute du Rwanda que votre pays est en train de faillir? Non, ce n'est pas la faute du Rwanda que votre gouvernement est un gouvernement paupérisateur, voleur qui n'investit pas dans le pays. Okay? Chaque pays a des ressources en Afrique, au moins. Okay? Même si ce sont des ressources réelles ou pas, vous vous en servez pour développer la nation, pour construire des hôpitaux décents, pour construire des routes, des écoles et tout le bazar, pour assurer la survie de la population. Vous le faites pas et votre population va partir en Grande-Bretagne et le Rwanda est censé dire non au nom des Afriques. Absolument pas. Le Rwanda en a profité. Nous sommes là. Il y a aussi le Nigeria, second pays qui a été proposé possibilité de recevoir les Africains. Le Nigeria a rejeté la pression américaine d'accepter les déportés des pays tiers. Comme raison, ils ont invoqué la préoccupation liée à la capacité et la sécurité. Donc, le Nigeria a déjà 23 millions. Ils vont accepter des gens pour les mettre où? Vous pouvez simplement vous imaginer l'état des prisons au Nigeria. Regardez-moi ça. Tu vas te mettre où? Question de sécurité. Même si vous êtes un voyou, tout ça. C'est pas au Nigeria que vous allez faire votre banditisme. Ils ont des vrais bandits là-bas. Hein? D'ailleurs, les chrétiens, en effet, ils sont massacrés là-bas chez eux. On n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas un seul lieu sur Terre où les chrétiens sont tués plus qu'au Nigeria. Ah oui, ce sont par des gens, des extrémistes islamistes qui descendent dans les rues. Quelquefois, vous ne faites pas la religion, on vous abat, ou on vous emmène dans un coin. Oui, le Nigeria est très dangereux, hein, ne vous en faites pas. C'est bien beau tout ça, whisky, Davido et Burna Boy, tout ça. Mais ça c'est le 1% of the 1%. C'est ça leur vie. D'ailleurs, eux-mêmes au Nigeria, ils ont des convois des militaires qui les accompagnent partout où ils vont. Ce n'est pas un lieu où il faut aller faire du... L'opportunité de la vie se présente autour d'une fenêtre bien précise. C'est un moment bien déterminé, un moment limité, où il vous faudra soit sauter sur l'opportunité ou à jamais la regretter. Je ne pense pas que les opportunités viennent, partent et reviennent. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes passent du temps, gaspillent leurs opportunités, gaspillent leurs possibilités, espérant que ça revienne.
Il y a même des gens ici qui parlent de quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, finalement, on va te laisser, on va te prendre, on va te laisser, on va te prendre, Quand vous allez dans un supermarché et que vous trouvez des sandwichs, il y a des sandwichs là. Un monsieur là, Gilbert est venu à regarder, il a regardé le sandwich, il a déposé. Il aime pas. Un autre monsieur, Georges vient, l'histoire, il dit non. Un autre monsieur, Aboubacar, prend ce sandwich, il dit non, je veux pas ça. Un autre monsieur, Lucas, prend le sandwich. Vous allez acheter le sandwich là. Non, vous allez acheter ce sandwich que Lucas a porté, laissé, Patrick a porté, laissé, Georges a porté, laissé, de ses mains nues. Tu prendras ces sandwichs pour manger. Tu ne le ferais pas, n'est-ce pas? Les opportunités viennent et partent pour toujours. Certaines opportunités peuvent revenir, mais ce n'est jamais de la même façon. Ça peut venir dans un emballage différent, mais ce n'est jamais de la même façon. Des fois, ça ne revient même pas. Les opportunités, c'est comme un militaire qui va en guerre. Quand tu vas en guerre, il n'y a pas d'assurance que tu rentreras. Ils partent à 1000, mais vous savez que beaucoup vont rester. Même si leurs parents ont dit leur bien-aimé, ont dit au revoir avant de voyager. Ils savent pas s'ils reviendraient. Et il est certain que beaucoup ne reviendront pas. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, dans son leadership, vient de signer un contrat énorme avec la Russie. Un contrat qui poussera ce pays, des hommes intègres à un niveau où il n'a jamais été dans le passé. Nous avons un besoin crucial d'énergie. À ce titre, donc, c'est un point important pour moi, parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique, parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest, et cette position fait que, du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Et donc c'est un point très important pour nous et on souhaite que vous puissiez voir comment cela puisse se réaliser, en tout cas dans de brefs délais. Sur le volet donc de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre donc des hydrocarbures et nous souhaitons en tout cas pouvoir réorienter la majorité de nos importations à la Russie ici. Et il y a des entreprises avec qui on a pris contact, d'autres aussi ont souhaité donc avoir l'appui, en tout cas votre appui, pour pouvoir mieux tisser. C'est tout ce qui concerne les produits pétroliers et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières surtout à construire. Donc on souhaite que vous puissiez appuyer donc les producteurs pour qu'ils puissent nous appuyer dans ce sens-là. Yamakoufi. Allez, clap your hands. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est important quand ça va pas d'en parler et quand ça va à merveille d'en parler aussi. Il faut pas seulement se focaliser sur une seule direction. Dans le bien. Quand il y a le mal, il faut aussi en parler. Il faut pas se focaliser dans le mal. C'est comme si vous avez des problèmes internes avec la personne. Alors, le Burkina Faso a officiellement signé le document administratif final d'un accord nucléaire intergouvernemental historique avec la Russie, franchissant une étape importante dans sa quête d'énergie nucléaire. Certainement, félicitations parce que l'opportunité est là, avec le leadership du Burkina Faso, pour accomplir ce dessein, comme je disais précédemment. Des fois, Dieu vous donne une opportunité. C'est la seule. Moi, j'ai beaucoup de regrets dans certaines histoires. Parce que vous pensez que ça revient toujours. Ça s'arrête. Quand vous pensiez pouvoir réparer plus tard, ou faire un peu plus, ça s'arrête. Je connais la maman de quelqu'un de très proche. Ses parents, en fait, étaient vieux. Et comme je les côtoyais souvent, je savais qu'ils avaient bien investi, mais ils étaient en décadence financière. J'ai fait quelques histoires, mais j'aurais pu faire beaucoup parce que je sais que c'était dans mes intentions. Mais quand ses parents sont morts, c'était rapidement comme ça. La femme meurt le lundi, le mari meurt le mercredi. Un homme mourir de douleur, d'amour pour sa femme. Ils ont été mariés pendant 50 ans. Incroyable. C'est-à-dire, certaines opportunités, quand vous les avez à cœur, il faut les faire. Tu veux faire quelque chose de bien à quelqu'un, il faut pas attendre demain. Je ne dis pas que toi tu mourras ou il mourra. Tu n'as aucune idée. Personne n'a d'idée, en fait. Alors, je pense que c'est généreux de dire que M. Traoré saisit cette opportunité pour faire des choses qui sont grandes. Même après son départ. Il va partir avec l'histoire nucléaire sur ses épaules sous la tombe. Non. Il part nu. Ces histoires resteront pour les enfants burkinabés. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Ce qui va se passer est que l'accord sera géré par l'entreprise russe Rosatom. C'est important pour la sécurité énergétique. Vous savez, le Burkina Faso a un taux d'accès d'électricité très faible. On parle de moins de 20%. L'énergie nucléaire est vue dans ce cas comme une solution stable et durable. Alors, il est aussi intéressant de noter que la Russie gagnera 85% de ce projet pendant que le Burkina Faso aura 15%. Et ça sera autour de 20 à 25 ans. 85% pour la Russie, 15% pour le Burkina Faso. Vous posez certainement la question de savoir pourquoi. Après tout, c'est chez nous quand même. Comment ça se fait que l'on puisse avoir des miettes pendant que... Bon, d'abord, il faut coûter 15%, c'est pas des miettes. Pour le degré d'investissement, c'est pas des miettes. On s'attend à au moins 6 milliards de dollars d'investissement. Et par-dessus le marché, la Russie apportera les fonds.
80% des fonds seront apportés par la Russie. La Russie apportera les matériels, la Russie apporte les ingénieurs, la Russie apporte le carburant qu'il faut brûler, c'est-à-dire l'uranium. On ne peut pas parler de force nucléaire ou d'énergie nucléaire sans uranium. Le Burkina Faso, jusque-là, il n'est officiellement pas réputé pour son exploitation d'uranium. En effet, bien qu'il y a quelque temps, on a découvert qu'il y avait peut-être des dépôts d'uranium au Burkina Faso, jusque-là, officiellement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de circulation. C'est-à-dire que la Russie apportera aussi le fuel ou le carburant en forme d'uranium pour travailler. Donc, on vous apporte une entreprise, des idées, des matériaux, des humains, des ressources et aussi le carburant à brûler. Et après 20 ans, on va vous le rendre en bonne et due forme. Vous pensez que c'est correct ou pas? Bah écoutez, beaucoup de pays sont en train de faire ce genre d'histoire. L'Ouganda, par exemple, a construit des routes venant de Kampala jusqu'à Entebbe. C'était des routes complètement impraticables, mais ils ont laissé ça entre les mains des Chinois pour construire. L'Ouganda n'avait pas assez d'argent pour construire, je sais pas, 60 km. Les Chinois sont venus, ils ont construit très rapidement. Sur leur accord, il a été dit, les systèmes de péage dans les autoroutes, système de péage, vous payez, cet argent va dans les caisses des Chinois. Jusqu'à, je pense, 20 ans ensuite, ça sera entièrement ougandais. Est-ce mauvais ou pas? Je sais que l'ego à l'intérieur, pourquoi? Mais si vous n'avez pas la technologie, vous faites quoi? Vous ne pouvez rien faire. Le Burkina Faso obtient de l'électricité bon marché à long terme, essentiel pour augmenter l'accès d'environ 20% aujourd'hui. Le Burkina gagne un marché à long terme. Bénéficie d'un transfert technologique historique, d'une montée de compétences réduisant la dépendance future à la Russie. C'est-à-dire, le Burkina Faso va recevoir pas seulement l'électricité, mais aussi des compétences. C'est-à-dire des gens, des Burkinabés qui seront, comme l'a dit Poutine, envoyés ou sponsorisés par la Russie pour aller se faire former en Russie, et aussi les Burkinabés qui seront sur place, travaillant avec les Russes, pourront acquérir les connaissances nécessaires pour que dans le futur, ils n'aient pas besoin des Russes. Vous savez, généralement, quand les Africains invitent un pays étranger ou des représentants d'un pays étranger pour aller travailler sur un projet, ces gens viennent, ils font ce qu'ils ont à faire.